Mais tout d'abord, Mathieu Bock-Côté, chroniqueur, évoque avec émotion la disparition d'un très grand homme, Jacques Parizeau. Mathieu, bonjour. Bonjour. Alors, condoléances à vous, condoléances à moi, on se donne des condoléances, et à tout le monde aussi. Et à bien des gens, je crois, bien des gens, J'imagine. bien des souverainistes, et pas seulement des souverainistes, probablement bien des Québécois, qui aujourd'hui se sentent le cœur gros. Orphelins même. Oui, très certainement, c'est-à-dire... Probablement, la première chose qu'on se dit, c'est voilà un autre qui ne verra pas le pays. C'est-à-dire, voilà un homme qui a dévoué sa vie à un idéal, à un objectif, mais plus qu'un objectif, en fait, un idéal qui féconde un peuple et qui a constaté très certainement dans ces derniers jours qu'il ne le verrait pas de son vivant, et qui pourtant continuait de travailler pour ça, parce que c'était un homme profondément enraciné dans l'histoire. Donc, une immense tristesse pour ça, une immense gratitude aussi. Justement, parce que les deux vont ensemble chez vous. Parce qu'on ne serait pas... On n'aurait pas frôlé le pays en 1995 si ce n'était de lui. Nous n'aurions pas pris, je dirais, développé une certaine confiance en soi collective, une confiance en nous-mêmes collectivement si ce n'était de lui. Son héritage est immense. Donc aujourd'hui, comme bien les Québécois, je ressens un mélange confus, très confus de tristesse et de gratitude. Et je me dis, c'est assez terrible que le Québec finalement, comment je pourrais dire ça? Le Québec gaspille ses grands hommes. Il les gaspille dans quel sens? C'est-à-dire il les lapide ou il se rend pas compte de leur grandeur? Oui, il ne se rend pas nécessairement compte en temps réel de leur grandeur. Je crois que Parizeau, nous savions que c'était un homme singulier, tout à fait singulier, mais bien les Québécois avaient un problème avec sa grandeur, je dirais d'une certaine manière. Qu'il n'avait pas avec René Lévesque. C'est vrai. Se reconnaissait davantage en René Lévesque qu'en Jacques Parizeau. Ce que Parizeau avait déjà dit d'ailleurs dans les entretiens qu'il avait accordés à Pierre Duchesne en disant René Lévesque c'est un peu l'homme tapoché dans lequel les Québécois se reconnaissent, oui, c'est ça. Alors que lui, par sa naissance, par son tempérament, il était tout autre chose bien évidemment. Mais je crois, cela dit, que l'héritage de Parizeau est immense. Alors c'est un peu tôt pour le définir et en même temps on peut clairement en identifier les grands pans. D'abord et avant tout, c'est un sens aigu de l'importance de la volonté en politique. C'est-à-dire Jacques Parizeau nous a fait la preuve que le destin d'un peuple peut basculer pour peu qu'un homme véritablement résolu avec une volonté exceptionnelle soit en position de changer le cours des choses. Si Jacques Parizeau n'avait pas été là en 1995, il n'y aurait pas eu de référendum sur l'indépendance du Québec. Si Jacques Parizeau n'avait pas été là, l'histoire serait écrite autrement. Pourtant, vous dites une chose, Mathieu Bock-Côté, dans votre texte de ce matin dans le Journal de Montréal. Jacques Parizeau a failli voir le pays, puis il s'est dérobé au pays et à nous. Oui, bien sûr, c'est-à-dire évidemment. Il y a eu un... C'est-à-dire qu'en 95, quand on a retenu de son discours référendaire simplement les paroles sur l'argent et le vote ethnique, oui. Mais il y a autre chose. Il a dit dans ce discours-là, qui est un discours qui n'est pas à rejeter en bloc, il nous dit on a vu le pays. Pendant quelques instants, on a vu le pays. On a cru qu'on y arrivait. Et c'est terrible, c'est-à-dire ce n'était plus un rêve lointain. On a cru qu'on y arrivait. Et je devine la douleur extrême d'un homme qui croit qu'il y parvient, qui a engagé toute sa vie dans cette perspective, pour cet objectif, qui a engagé tout un peuple dans cette direction, oui. Et qui au dernier moment constate que ça lui échappe par quelques dizaines de milliers de votes. Cela dit, je crois, Jacques Parizeau, une autre chose qu'on doit noter de lui, on aime chanter l'artisan de la Révolution tranquille avec raison, parce qu'il l'était, c'est un des grands bâtisseurs du Québec moderne. Le paradoxe de Jacques Parizeau, je crois, c'est que c'est un homme qui vient d'avant le Québec moderne, pas simplement par la naissance, mais par la tradition politique à laquelle il appartenait. Oui, qui est celle vous le ralliez d'ailleurs dans votre texte presque à Lionel Groulx. Oui, pas presque, en fait. Il y a une tradition, oui. il y a une tradition de pensée au Québec qu'on pourrait appeler celle du nationalisme de doctrine à certains égards et qui connaît une renaissance dans les années 20 oui. Et qui va s'incarner dans la figure de Lionel Groulx qui va être un penseur de la reconquête parce qu'il va redéfinir notre rapport à la conquête, il va passer un horizon de reconquête et Groulx va avoir des disciples qui vont penser cette reconquête en termes socio-économiques. Mm-hmm. Et ça va être la génération finalement des HEC. On l'a oublié aujourd'hui, parce que les HEC, ça veut une école de commerce mondialisée, mais les HEC, à l'origine, c'est une école qui est alimentée par le nationalisme économique. Et quels sont Albert Ranger, voilà, c'est-à-dire Esdras Mainville et surtout François-Albert Ranger, oui. Qui sera la seule personne que Jacques Parizeau appellera toute sa vie patron. Pourquoi? Ah bon? Oui, parce que... Alors que lui, on l'appelle monsieur, François-Albert Ranger, c'était le patron. Alors pourquoi? Parce que François-Albert Ranger, faut bien voir, c'est l'héritier du grouxisme. Et en termes socio-économiques, évidemment, il n'était pas d'accord, lui et Parizeau, sur tout, loin de là. Mais ils avaient une commune vision, je crois, de reconquête économique du Québec. Et Parizeau, qu'est-ce que c'est?
c'est l'héritier politique de cette tradition nationale qui est une de nos rares traditions nationales, je crois, avoir le sens de l'État. C'est-à-dire le nationalisme, quelquefois, se clive d'un côté entre, appelons ça un nationalisme identitaire et culturel, pour lequel j'ai grande sympathie, qui veut préserver la culture nationale. De l'autre, quelquefois, il y a un nationalisme plus social, qui veut bâtir un projet social québécois. Parizeau, c'est celui qui fait synthèse de cela parce qu'il a le sens de la raison d'État. Et ça, je crois que c'est une de ses forces et ça vient de cette tradition de pensée qui a cherché à penser la figure de l'État, une vision complète de l'État québécois. Je note une chose, soit dit en passant, M. Parizeau était aussi un homme qui avait le sens de la reconnaissance et de la gratitude. Quand il devient chef du Parti québécois, certaines personnes dans le congrès du Parti québécois sont invitées à le présenter à la foule, au public et ainsi de suite. Et parmi les orateurs qui on trouve François Albert Anger. Donc, donc un texte qu'on retrouve d'ailleurs dans l'Action nationale d'avril 1988, disponible sur Internet. Mais qu'est-ce qui est intéressant avec ça? C'est que voilà un homme qui, au moment où il accède aux responsabilités, assume son héritage, assume la tradition de pensée qui était la sienne, tout en l'ayant redéfinie. Et la tradition de pensée, je crois, c'est la tradition du nationalisme d'État. Ce qui fait que Parizeau, d'ailleurs, lorsqu'il pense la souveraineté, il la pense en termes de la transition de l'État, la réussite du passage d'un État à l'autre. Il pensait en termes d'intérêt national. Je ne suis pas certain que ce soit si fréquent que ça au Québec. Justement, parce que ce que vous dites, Mathieu Bock-Côté, que Jacques Parizeau a fait le lien entre la pré-Révolution tranquille et la Révolution tranquille. Et pour lui, la rupture n'était pas aussi fondamentale ou ontologique que chez d'autres. Le paradoxe étant que Parizeau lui-même, dans son discours public, est un homme qui dit « ça commence en 60 ». En gros, souvent, il a cette tentation. Oui. Mais il ne se réduit... Je dirais, c'est le paradoxe, c'est que quelquefois il dit ça, puis à d'autres moments, il reconnaît la tradition dont il vient. C'est une tradition, notez bien, qui se définit sur le mode de la reconquête, c'est-à-dire, et 1960, la Révolution tranquille, qu'est-ce que c'est fondamentalement? C'est un moment de reconquête. De reconquête qui s'opère par l'État à bien des égards, notre seul millionnaire, comme disait René Lévesque. Alors, Parizeau, c'est un homme qui va véritablement inculquer aux Québécois, ou à tout le moins au Québec, le sens de l'État. Et c'est à ce moment qu'on peut célébrer le bâtisseur de la Révolution tranquille. C'est à ce moment qu'on peut célébrer le créateur des institutions de notre nationalisme économique. Il avait compris une chose, les Québécois en Amérique du Nord doivent faire preuve d'un peu plus de solidarité que les autres pour survivre comme peuple et pour s'émanciper comme peuple. C'est une minorité. Oui, mais aujourd'hui, je crois que c'est une évidence qui est moins reconnue qu'auparavant. Tout à fait. Et la force de Parizeau, je crois, et ça mérite d'être dit, il avait une profonde confiance dans le Québec et les Québécois. Quelquefois, d'ailleurs, peut-être exagéré, à mon avis. Les Québécois n'ont pas toujours été à la hauteur des aspirations et des qualités qu'il leur prêtait. Mais il croyait que les Québécois, fondamentalement, étaient capables de réussir dans le monde, d'être capables de grandeur, je dirais, de normalité et de grandeur. Alors, c'est un homme tout à fait singulier, dont je crois qu'on peut dire aujourd'hui qu'on pleure son départ. Mathieu Bock-Côté, il y a un parallèle qui me vient en tête, il semble incongru a priori. On a souvent dit que Trudeau et le Canada, Trudeau a représenté le Canada sans vraiment être au diapason. Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec Parizeau, que Parizeau a représenté le Québec, mais il y avait quand même des hiatus? Le parallèle que je serais prêt à faire, c'est que nous sommes devant deux, je dirais, très grands hommes politiques, même si l'un a une œuvre funeste et l'autre a une œuvre admirable. C'est-à-dire, voilà deux hommes politiques obsédés à certains égards par la question de la fondation. Pour Trudeau, c'est la fondation d'un nouveau régime constitutionnel canadien. Pour Parizeau, c'est la fondation d'un nouveau pays. Je crois, cela dit, que une fois qu'on a accepté cette comparaison, il faut bien noter les immenses différences. Trudeau est un homme qui adhère au Canada parce qu'il rejette le Québec. Il faut bien voir ça. Trudeau est un homme qui veut s'extraire d'un peuple qu'il ne le croit pas. Et d'une tradition aussi. Ou d'une tradition. La tradition chez Trudeau, c'est pas fort. Non, mais il veut s'extraire de son propre peuple comme son peuple n'était pas à la hauteur de son propre génie singulier. Alors que Parizeau, qui est un homme né dans la bourgeoisie, c'est le moins qu'on peut dire, c'est un homme né dans des conditions sociales favorables, eh bien, c'est quand même un homme qui décide de se mettre au service des siens. Donc, alors que Trudeau voyait dans le Canada le moyen de s'extraire des siens pour embrasser le vaste monde, comme si le Canada était une machine à se déraciner, à se désaffilier discrètement du Québec. Pour Parizeau, il dit non. Notre responsabilité comme
comme élite, c'est d'assumer, de porter le destin de notre peuple. Et je crois que voilà pourquoi, pour tant de raisons, on peut dire de Jacques Parizeau que même après son départ de la vie politique, il est demeuré un grand leader du mouvement national québécois. C'est le leader historique du mouvement national québécois, pour reprendre la formule de Jean-François Lisée, parce qu'il n'a jamais renoncé à ses responsabilités de grand leader. J'ajouterai une chose peut-être d'ailleurs, il se présentait lui-même à la fin de sa vie comme un peu le gardien des principes, le gardien du temple, le gardien des fondamentaux. Et c'est un titre qui est tout à fait honorable, le gardien du temple. C'est-à-dire... L'autorité morale. Oui, mais c'est-à-dire le gardien de nos âmes. C'est-à-dire, quelquefois, on a la tentation de dériver, de s'éloigner de ce qui est fondamental pour se laisser prendre par la vie quotidienne. C'est le grand-père qui bénit, en un sens. C'est une autorité verticale. Je veux dire, Jacques Parizeau faisait partie de ces rares figures dans notre société qui avaient un rapport avec qui on avait entretenu un rapport de verticalité. C'est-à-dire une figure d'autorité reconnue comme telle, dont la parole pèse dans le débat public. Alors, je dirais que des figures comme ça, on n'en a pas tant que ça au Québec. Petit retour au XVIe siècle en France avec les guerres de religion. Vous savez qu'il y avait les protestants, la Réforme et les catholiques. Et puis, le duc de Guise, je pense, j'oublie qui assassine qui. Enfin, il y a un protestant qui est assassiné par les copains de Henri III. Et puis, c'est le duc de Guise, justement, qui était très grand, je pense. Et on le voit étalé mort. Et puis, Henri III s'écrie, mon Dieu, mort, il est plus grand que vivant. Est-ce que on pourrait dire ça de Jacques Parizeau? On va lui donner le temps de... Oui, donnons-lui le temps, parce que la nouvelle est fraîche. Mais je crois toutefois que rares sont les hommes qui entrent dans l'histoire de leur vivant. Et Jacques Parizeau était entré dans l'histoire de son vivant. Ça impliquait peut-être, ce qui explique peut-être les critiques dont il était l'objet ces dernières années, c'est-à-dire certains trouvaient qu'il n'était pas à la hauteur de la légende Parizeau. C'est comme si l'homme historique faisait de l'ombre au Parizeau bien réel, en chair et en os que nous connaissions. Ouais. Bon, je crois qu'aujourd'hui, cette contradiction se dissipe, c'est-à-dire Parizeau a déjà laissé sa marque dans la conscience collective québécoise. Et comment je pourrais dire ça? Je crois que peu importe ce qu'on retiendra de son héritage, je pense que tous conviendront qu'il est immense. Le Québec manque de héros, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Eh bien, tout le monde en a un ici. Vous faites un parallèle dans votre texte entre la mort de René Lévesque et le décès de Parizeau. Le décès de René Lévesque a fouetté l'ardeur des troupes. Pensez-vous que le décès de Jacques Parizeau aura le même effet? Encore, la nouvelle est trop fraîche. Je me le demande. C'est-à-dire, la mort de Lévesque, c'est comme si les Québécois le voyaient et disaient, mon Dieu, mais on n'a pas été à la hauteur. C'est un sentiment. Et d'ailleurs, pour le petit souvenir, ça va contribuer au retour de Jacques Parizeau en politique, parce que Pierre-Marc Johnson ne sera pas à la hauteur des événements à ce moment-là, alors qu'il dirige le Parti québécois. Il est en France, si je ne me trompe pas. Il ne revient pas à temps pour les... Bon. Vous voyez un peu le profil. Donc, la mort de Parizeau, il y a deux possibilités, en fait. Soit, d'un côté, ça pourrait, on peut le souhaiter, on pourrait se dire, mon Dieu, cet homme, ça pourrait faire revivre l'idéal auquel il a voué son existence, mais ça pourrait aussi avoir un effet dépressif, c'est-à-dire, on les voit mourir un après l'autre. Il n'y a pas de relève. Et on se dit, la relève, je crois que maintenant, il y en a une au Parti québécois, c'est le moins qu'on peut se dire. Mais ce sentiment que tous les grands nous ont quittés, c'est ça. Est-ce que ça va avoir un effet de dépressif sur les Québécois? Je ne le souhaite pas, je ne le crois pas, mais c'est pas impossible. Mais ce qui est certain, c'est que nous prenons conscience très brutalement ce matin de l'envergure de cet homme qui nous a quittés il y a moins de 24 heures. C'est-à-dire qui ce matin n'a pas été frappé d'une manière ou de l'autre, blessé intimement, attristé par ça, parce qu'on sait que c'est plus qu'un homme qui nous quitte, c'est le gardien d'une part de nous-mêmes. C'était un homme qui incarnait probablement la meilleure part de nous-mêmes. Ce Québec qui n'hésite pas à foncer, ce Québec qui a le sens de la décision, ce Québec qui a le sens de l'offensive, ce Québec qui ne s'excuse pas d'exister. Puis ça me permet de revenir juste un instant, si vous me permettez, sur le référendum de 95. Et si je vous permets pas? Vous me le permettrez. Vous êtes de nouveau Parizeau. Alors, Parizeau, en 95, il avait tout planifié. Faut bien comprendre. Pour certains souverainistes, il suffit d'avoir un oui référendaire et tout est là. Oui. Non! D'ailleurs, il suffit de lire le livre de Chantal Hébert sur le référendum avec Jean Lapierre. On voit que les fédéralistes, en 95, étaient décidés de ne pas concéder la victoire au oui. Le oui gagnerait, qu'il ferait tout pour le faire avorter. Oui. Et Parizeau avait pensé à tout. Moi, quand je regarde son œuvre, c'est une des choses qui me fascine. Il avait pensé aux alliances
Alliance internationale. Il avait pensé à la transition économique de l'État. Il avait pensé à la transition financière. Il avait pensé à la transition administrative. Autrement dit, il ne se contentait pas de dire, ça y est, on a gagné, on a le oui, c'est merveilleux, applaudissons-nous. Non. Il savait qu'avec le oui, la bataille commençait. Et je crois que dans le cas d'un oui référendaire, ça aurait vanté quand même en provenance du Canada anglais. Il y aurait eu une tentative de déstabilisation du Québec. Et je crois que Jacques Parizeau était un homme qui, devant une telle déstabilisation, il aurait tenu droit. Il ne serait pas effondré, il ne serait pas laissé intimider. Je pense que Jacques Parizeau, et d'ailleurs, ça nous ramène un peu à cette alternative, plutôt ces deux pôles complémentaires que j'ai déjà évoqués dans votre émission. D'un côté, il nous fallait probablement Lucien Bouchard pour remporter le référendum. Oui, c'est-à-dire, il avait un charisme que Parizeau n'avait avec pas. Les Québécois. Tout à fait. Mais il nous fallait Jacques Parizeau, une fois remporté le référendum. D'abord pour tenir le référendum, et ensuite, une fois qu'on l'a remporté, pour être capable de le transformer en accession à l'indépendance. Est-ce qu'on pourrait avoir un homme politique qui combine les deux, le côté charismatique de Lucien Bouchard et le côté homme d'État de Parizeau? On va voir ça dans les prochaines années. Je crois que s'il y a autant d'espoir qui se porte vers Pierre-Carl Péladeau, c'est que plusieurs croient qu'il est capable de faire cette synthèse. Le fera-t-il à tout le moins? C'est un homme qui en ce moment incarne bien les on porte vers lui bien les espérances, et je ne crois pas qu'on les porte vers lui à tort. Mais je note une chose, cela dit, pour revenir à M. Parizeau, dans une société qui, quelquefois, vous savez, c'est le problème de la société québécoise, quelquefois, on a l'impression que les choses vont se faire toutes seules. Un jour viendra, les conditions gagnantes feront en sorte que peut-être, éventuellement, hypothétiquement, nous nous reposerons cette paradoxale confiance du peuple québécois, oui. Et oui, c'est un peuple qui est fait pour survivre, qui est doué pour survivre. Tout à fait. L'est-il encore, ça reste à voir. Parizeau dit, c'est très bien la souveraineté comme préférence idéologique, mais il faut en faire un choix politique. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Il faut forcer les gens à décider. Donc, il faut que le leadership politique prenne l'initiative. Il faut que la décision politique précède, je dirais, l'élan populaire. Quand on aura sonné la marche, quand on donnera la cadence, eh bien, les gens vont devoir se définir. Ils vont devoir se définir, et là, ils vont devoir, OK, d'accord, il faut choisir, eh bien, choisissons la souveraineté ou non. Et je crois que Parizeau, de ce point de vue, nous a laissé une leçon importante, c'est-à-dire, il faut quelquefois forcer le cours des événements, et ça, je crois que c'est le propre du grand homme politique, que de savoir à certains moments frapper, pas n'importe quand, parce que sinon ça peut être un coup d'épée dans l'eau, mais être capable de forcer les événements, de prendre une décision qui force une société à se définir. Et je crois que Parizeau était de cette trempe. Et j'étudie notre histoire, je pense à notre histoire à l'instant, et je vois pas tant d'hommes que ça qui étaient de cette trempe. Mathieu Bock-Côté, en 2 minutes, vous l'avez connu, je pense, parce que Jacques Parizeau n'est pas juste un personnage d'actualité ou de livre. Vous l'avez connu en personne. Je n'étais pas un de ses proches, mais je l'ai rencontré à quelques reprises. Et lorsque je l'ai rencontré, c'était pour de belles et longues discussions et rencontres. Et c'était un homme... J'en évoque quelques-unes. Première rencontre, j'ai 16 ans, je crois, ou 17 ans, mais ça, c'est toute autre chose. Il vient de sortir son livre Pour un Québec souverain. Je suis tout jeune, je suis un admirateur de M. Parizeau, tout comme mon père, qui pour lui, Parizeau, c'était le vrai. Bon. Oui. Alors là, il sort son livre, et là, je sais qu'une séance de signature à la librairie Garneau, au Complexe des Jardins, et je pars avec mon père là-bas pour faire signer mon livre, le faire dédicacer. Et là, j'avais préparé un compliment de manière... Depuis 24 heures, j'imagine. Et là, je me présente devant lui en bafouillant, en disant, vous êtes le plus grand premier ministre que le Québec a connu. Et là, il y a une espèce de rire aristocratique. Il y en a eu d'autres. Et alors, d'accord. Première rencontre. Ça, c'était une rencontre. Il y a eu d'autres après? Oui, il y en a une autre de plus sérieuse. Tout récemment, en fait, après les dernières élections, en fait, à l'automne, je crois que comme plusieurs, j'étais un souverainiste déprimé. Je me disais, bon, en gros, c'est foutu. Nous devons porter le flambeau, nous devons être témoins d'une espérance, mais c'est foutu. Et je me suis dit, M. Parizeau, en 1987-88, quand il reprend la direction du Parti québécois, il arrive à un moment où tout le monde croit que c'est foutu, qu'il n'y a plus aucune chance, que c'est un projet d'une génération. Oublions ça, c'est terminé. Et je me suis dit, je vais demander à M. Parizeau une audience pour parler avec lui dans quelles circonstances a-t-il été capable de faire renaître le projet souverainiste. Qu'est-ce qu'il avait en tête, dans sa tête, pour faire renaître un projet que tous destinaient à la rubrique nécrologique.
Alors, nous avons mangé ensemble au mois de septembre, je crois. Une rencontre passionnante, évidemment. Plusieurs heures, je pense 3 heures, 3h30. Vous savez, avez refait le monde, quoi. Oui, mais on a parlé de ça, bien évidemment. On a beaucoup parlé aussi de sa formation, de ses rapports avec François-Albert Anger. On a parlé du sens de la décision politique aujourd'hui, de ce que voulait dire préparer l'indépendance, des grands enjeux autour desquels l'intérêt national québécois se définissait aujourd'hui, des continuités par rapport au monde d'hier et des ruptures. Alors, c'était une espèce et j'avais le sentiment, peut-être à ce moment-là, qu'il y avait un héritage à recueillir, ne serait-ce que par la conversation, et je ne regrette pas un seul instant ces quelques heures remarquables avec cet homme exceptionnel. Mathieu Bock-Côté, vous nous donnez le goût de l'histoire avec un grand H. Ah ben mon Dieu, je l'espère, et je vous inviterai alors à lire les 3 tomes de sa formidable biographie, écrite par Pierre Duchesne, un livre absolument formidable. Lisez ça, vous allez apprendre sur l'histoire du Québec, et vous verrez encore une fois comment, grâce à lui, l'histoire du Québec a été singulièrement marquée. Mathieu Bock-Côté, merci beaucoup. Au grand plaisir.